On refait le monde, l'invité. Maître Amadou Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cheikh Sadibou Ndoye, première question pour notre invité. Maître Amadou Diallo, vous avez certainement appris cette convocation déposée chez le chef de ils quartier. Ont même réagi. Ouais. Alors justement, est-ce qu'on peut connaître la quintessence de votre réaction après avoir appris Vous dites cela? que c'est une convocation irrégulière. Oui. En comment elle est donc irrégulière? Merci, mais bon, normalement, si vous avez lu l'avis juridique, c'est bien détaillé là-bas, mais je vais quand même reprendre, je vais résumer. Nous avons considéré qu'elle est irrégulière parce qu'elle n'a pas observé les délais prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale. Vous savez, là, le législateur a aménagé des délais. Par exemple, pour la convocation d'un individu par un juge d'instruction pour une convocation de première comparution, le délai qui est prévu, c'est 10 jours au moins, 2 mois au plus. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce Allez-y, que oui. Lorsqu'on convoque quelqu'un, il faut lui laisser le temps de se préparer, c'est-à-dire de préparer sa défense, parce qu'on doit indiquer les faits. Vous savez, c'était le motif du rejet de la première convocation, parce que les faits n'étaient pas indiqués. Et pourquoi prévoir 10 jours ou 2 mois au plus? 10 jours au moins, 2 mois au plus, pour permettre à l'intéressé de venir. Vous savez, tout le monde n'habite pas au lieu de convocation. Par exemple, certains habitent Conakry, d'autres à Zérekoré, Cancan ou même à l'extérieur. Donc c'est pour cela qu'on dit minimum 10 jours, maximum 2 mois, pour permettre à l'intéressé, 1, de préparer sa défense, 2, de rallier le lieu de convocation. Et un article aussi du Code de procédure pénale prévoit, c'est le 1249, article 1249, des sanctions disciplinaires contre tout magistrat, tout greffier en chef, secrétaire, qui n'observe pas le délai ou le formalisme prévu dans le Code de procédure pénale. Et des sanctions disciplinaires sont prévues pour ça. Les délais en matière de pénal, c'est des délais francs. C'est-à-dire que le jour où on notifie la convocation, par exemple, ce jour-là, on ne le compte pas. Supposons que la convocation a été notifiée par le chef de quartier à Seloudalé le 7. Entre le 7 et le 15, ça fait combien de jours? Normalement, on ne compte même pas le 7, parce que le jour où on délivre la convocation, on ne compte pas. C'est le lendemain qu'on commence à compter. Donc le 8. Entre le 8 et le 15, ça fait combien de jours? Ça fait moins de 10 jours, même si vous prenez le 6. Imaginez que l'huissier ait remis la convocation à Selou le 6. On ne compte pas le jour le 6, on compte à partir du 7. Entre le 7 et le 15, ça fait moins de 10 jours. Donc, dans tous les cas, la convocation est irrégulière. Et ceux qui l'ont délivrée ont fait preuve d'insuffisance professionnelle. Et c'est pour cela qu'il y a une sanction qui est prévue à l'article 1249 du Code de procédure pénale. Donc, en gros, c'est ça. C'est ce qu'on a essayé de démontrer dans l'avis juridique et on a essayé de donner notre avis sur la pertinence aussi des chefs d'accusation et l'opportunité de poursuite. Pourquoi poursuivre Seloudalé Diallo qui n'a commis aucune infraction? Voilà les questions qu'on s'est posées. On a essayé de donner des éléments de réponse. Et quels sont ces éléments? Alors qu'il fait partie quand même de ceux qui ont pris cette décision de vente de Air Guinée. Il y a lui, on a suivi d'ailleurs le procureur spécial Ali Touré qui dit d'ailleurs que le dossier n'est plus à son niveau, c'est au niveau maintenant de la chambre d'instruction. Il a cité lui, Seloudalé Diallo, ensuite Elhadji Mamadou Sylla qui était l'acquéreur et à l'époque Cheikh Amadou Camara qui était ministre de l'économie et des finances. Alors, je vais vous répondre 2 étapes. D'abord, vous dites qu'il est concerné, qu'il a initié la vente. Non, je n'ai pas dit qu'il a initié la vente. Non, j'ai dit qu'il fait partie de ceux qui ont signé. Il fait partie des gens qui ont initié la vente. Supposons que c'est ça. Alors, le fait d'initier la vente n'est pas une infraction pour un ministre de la République. Nous l'avons dit dans le premier rapport, dans le premier avis, et je le répète ici publiquement. Je mets au défi quiconque de dire qu'un ministre de la République qui propose la vente ou la privatisation d'un bien a commis une infraction. Ce n'est pas une infraction. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'État, comment fonctionne l'État, il peut penser que c'est une infraction. Parce que c'est ce qu'ils ont écrit dans le rapport d'audit. On a dit que Selou fait partie des gens qui ont initié la vente. Mais dans ce même rapport, vous verrez que Selou, son nom ne figure pas dans la liste des personnes qui ont détourné les montants qui ont été payés par Mamadou Sylla. Son nom ne figure pas là-dedans. Le nom des gens qui sont accusés de ce détournement sont indiqués.
là-dedans. Et même les montants détournés sont indiqués dans le rapport. Donc, or, si vous voyez la convocation, on dit que c'est lui a détourné les 5 millions de dollars. Or, Mamadou Sylla a déjà payé 2 millions et quelques au centre de révision de l'avion à Israël. C'est une compagnie israélienne qui a révisé l'avion, le Boeing 737-200. 2 millions et quelques dollars, 300 et quelques dollars. Mamadou Sylla a payé ça directement là-bas. C'est écrit dans la convention de cession. Et même le rapport d'audit le reconnaît. Et il a payé aussi 2 fois 500 000 dollars, je crois, à l'État directement, ce qui a servi à dédommager les travailleurs d'Air Guinée. Et c'est dans ce montant-là qu'il y a eu des détournements de la part des fonctionnaires du ministère des Finances. Comment, dans ce cas, on peut dire qu'il a détourné 5 millions de dollars? C'est-à-dire, même s'il voulait, il ne peut pas. Même si s'il voulait les détourner, il ne peut pas. Parce que tout simplement, cet argent-là a été payé de différentes manières par l'acheteur. Et au niveau du trésor public, c'est ça? Voilà, au niveau du trésor public et les créanciers de l'État à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est l'État qui avait déposé l'avion en révision. Donc au moment où on faisait la vente, l'État devait payer les frais de révision. Ils ont demandé à Mamadou Sylla en tant qu'acheteur de payer directement là-bas et récupérer l'avion. C'est ce qu'il a fait. Il a payé, il a récupéré l'avion. D'accord. Ok, Maître Amadou Diallo. Pourquoi on peut ne pas être... Pourquoi on manque d'objectivité à ce point? Ok, ma première question, si vous permettez, c'est de savoir d'abord du coup pourquoi la démarche de faire un avis juridique. Est-ce que c'est pour juste éclairer la lanterne, comment on appelle, de l'opinion Et est-ce que au-delà de ça, vous allez vous expliquer devant la CRIEF? Parce que c'est de cela qu'il s'agit sur le fond. Est-ce que vous allez répondre à la convocation donc? Je réponds à votre question. Effectivement, c'est pour éclairer l'opinion. Si vous regardez la dernière phrase de l'avis juridique, c'est pour donner un éclairage. Bien sûr, ça n'engage que nous. C'est pour donner un éclairage à tous ceux qui s'interrogent sur le bien fondé des accusations portées contre M. Cellou Dalein Diallo. Donc, quelqu'un qui veut connaître la vérité doit chercher à regarder les mêmes documents que nous avons regardés, exploités. À savoir le rapport d'audit non contradictoire, la loi sur tous les textes et la convention de cession. Si vous regardez tous ces documents-là, vous vous rendrez compte que la CRIEF, ce qu'elle est en train de faire, c'est une preuve évidente de manque de professionnalisme. Et c'est une violation flagrante du Code de procédure pénale. Et c'est pour cela que je vous dis que l'article